Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de la web radio Contre-Visite, qui est présentée par Loublin Immobilier. Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième édition. Il y a eu un précédent épisode que vous avez peut-être déjà vu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur YouTube pour pouvoir la consulter. En tout cas, moi, je vais d'abord me présenter. Dylan Ruher, donc directeur associé de l'agence Loublin Immobilier à Belfort. C'est moi qui va avoir la lourde tâche de vous présenter cette émission, de l'animer. C'est un véritable honneur, un véritable plaisir. Et je suis pas tout seul à vous présenter cette émission, bien évidemment. Je suis accompagné de Stéphane et Julien, qui est également directeurs associés. Bonjour. Bonjour Dylan, Bonjour Julien. bonjour à tous. Bonjour Dylan, je suis heureux de te laisser le flambeau. Exactement, je prends ta succession. Vous deux, comme on l'a déjà dit dans la précédente émission, pardon, vous êtes directeur associé. Avez-vous déjà eu des retours sur la première émission? Parce que vous, c'est votre deuxième passage. Qu'est-ce que vous ont dit vos proches, vos clients? Est-ce qu'il y a eu des retours plutôt positifs là-dessus? Stéphane, par exemple? Bon, on voit qu'il y a eu un bel engouement. Des retours, c'était la première, donc c'était pas facile pour nous, c'était un peu stressant, on va dire. Mais ça a bien fonctionné et on a eu pas mal de questions qui sont revenues derrière et très intéressant, très intéressés les personnes qui nous ont contactés. Julien, En tout cas, c'était très positif de faire ça. tu partages ce son de cloche? Complètement, j'ai eu pas mal de retours de proches sur les petits podcasts qu'on a partagés sur nos réseaux. Des amis qui ont repris même certaines petites réflexions, certains petits passages. Et à un moment donné, on parle pas mal des taux et on m'a envoyé des messages en me mettant les taux, les taux, les taux. Ça a fait parler. Donc je pense que la personne se reconnaîtra. Mais ouais, non, ça a fait parler en positif, donc c'est Bon, bah, sympa. c'est cool, on est vraiment content. Donc, comme je l'ai dit, c'est la deuxième émission. N'hésitez pas, vous également, depuis chez vous, si vous voulez nous laisser un petit commentaire pour nous faire part de vos remarques, nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être moins aimé, ou d'autres sujets, d'autres thématiques que vous voudriez qu'on aborde lors des prochaines émissions. Ce sera avec grand plaisir. Je vais ensuite présenter deux autres intervenants. Donc, on a Osgur. Bonjour à toi. Bonjour Dylan, merci pour l'invitation au groupe Loup Blanc, à Stéphane, à Julien et puis Thomas aussi. Donc je suis heureux d'être parmi vous C'est pour ce podcast. exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton métier, où est-ce que Oui, tu te situes, voilà, te présenter pour les voilà, gens qui ne oui. te connaissent pas. Je suis donc directeur du cabinet de Montbéliard. Je suis associé du groupe Hans Associés depuis 10 ans maintenant. On a fait les 40 ans au mois de septembre. Donc on a 10 ans d'ancienneté sur le pays de Montbéliard. Euh, on a les métiers classiques de l'expertise comptabilité, qui commence de la saisie comptable à la création de sociétés pour le juridique, à l'établissement des bilans, l'établissement des bulletins de salaire, des cotisations sociales, etc. Donc on est collecteur ou publicain euh, pour l'État. Mm. Et puis en même temps, bien sûr, on a des clients. Donc qui dit client, forcément, on doit aussi conseiller nos clients. On doit mettre en œuvre un certain nombre de pratiques réglementaires qui doit éviter dans un premier temps les erreurs pour le client en termes fiscal, social et juridique. Donc ça, c'est être le garant. Mm. Dans un deuxième temps, expliquer ce qui s'est passé sur l'année passée pour les rendez-vous bilan. Et puis, dans un troisième temps, avoir une vision plutôt prospective sur l'activité économique de nos clients. Bien sûr. Ok, d'accord. Merci à toi en tout cas d'être présent. Ton expertise va nous être d'une grande utilité dans les J'espère. différents thèmes qu'on va aborder. Et il y a un dernier intervenant, donc première apparition pour toi également, Thomas. Bonjour. Première. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue à toi. Tu fais partie également de Loublin Immobilier. Toi, tu ne fais pas partie de la partie transaction. Tu fais partie du service conciergerie. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste exactement et ce que tu proposes au quotidien? Du coup, donc Thomas, effectivement, membre de la conciergerie qu'on a créé il y a un an maintenant, quelques semaines près, Ça fait un an. Ouais. on est à un an. Qu'on a créé à deux avec Johan. Et donc, conciergerie donc, qui vient rajouter une corde à l'arc du coup de Loup Blanc. Donc, qu'est-ce qu'une conciergerie? Une conciergerie, ça va être de gérer des logements pour des propriétaires. Donc des logements, quand je parle de gestion en courte durée, plus communément Airbnb et Booking notamment. L'objectif, ça va être de faire gagner en sérénité et en rendement pour les propriétaires, en assurant du coup une gestion complète
de leurs biens. Donc une gestion complète, ça va être communication avec les voyageurs, l'optimisation des annonces et l'optimisation des logements. S'occuper aussi également de la gestion du ménage et de la blanchisserie, qui est aujourd'hui un gros point sur la courte durée, qui prend énormément de temps et qui est souvent très chronophage quand les particuliers essaient de le faire ou le font. Ils le savent très bien, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à nous. Mhm. Et aussi notre boulot, ça va aussi être d'améliorer l'expérience des voyageurs. On parle souvent de propriétaires, mais aussi, faut aussi penser aux voyageurs, en mettant à disposition des logements qui soient fonctionnels, des logements qui soient accueillants, et en proposant aujourd'hui ce qui se fait de plus. Mais voilà, un logement aujourd'hui qui est géré par Loup Blanc, ça va être un logement où il va y avoir Internet, la télé, du café, voilà, des machines espresso, enfin tout ce qui va permettre aux voyageurs de passer un bon moment et donc du coup de mettre une bonne note. Et donc, du coup, sur Belfort, est-ce qu'il y a vraiment un marché qui s'apprête à ça? Parce que quand on pense à Airbnb, quand on pense à Booking, à ces séjours de courte durée, en général, on pense plus aux grandes villes ou aux villes touristiques Ouais. qu'on peut trouver sur la Côte d'Azur notamment. Est-ce qu'à Ouais. Belfort, il y a un marché Pour le coup, en plus étant alsacien, c'est vrai qu'en arrivant ici il y a 3 ans, je me suis dit que ça allait pas forcément être aussi important que ça l'est. Mhm. Et au final, encore aujourd'hui, je regardais, on a quand même 536 logements sur Belfort agglomération, on va dire. Donc c'est vraiment énorme, mine de rien. Et contrairement à ce que beaucoup de gens, mine de rien, peuvent aussi penser, Belfort attire du monde. Mhm. Donc il y a des touristes qui viennent vraiment passer des vacances. On a énormément bon, on n'est pas non plus très loin, mais on a énormément de Suisses, énormément d'Allemands, et aussi énormément de gens qui viennent tout simplement pour travailler. Ok. C'est bien, ça, c'est drivé, du coup, il y a Stellantis sur Montbéliard qui drive énormément de monde. Mhm. Sur Belfort, on a Alstom, on a J, et on a surtout énormément de sous-partenaires en fait, de ces énormes entreprises qui viennent du coup séjourner sur Belfort. Il y a beaucoup d'événements aussi qui permettent le tourisme sur Belfort et sur les environs. Ouais, aussi on a beaucoup d'événements, notamment les incontournables, hein, le FIMU, les Euroc, qui viennent. D'ailleurs, on a déjà booké tous nos logements quasiment pour les Euroc. Mhm. Et on a déjà eu une réservation pour les Euroc, il me semble, de l'année prochaine. Ok, d'accord. Ah oui. Donc il y a des gens qui anticipent vraiment bien. Il y a les trails aussi, je pense. Parfois, quand il y a des trails dans le secteur Ouais, il aussi. y a aussi ça. On a pas mal de sportifs, mine de rien. C'est comme une terre cyclable, on va dire. Donc, avec le Tour de France qui passe, maintenant, ça a aussi pas mal bougé. Pas mal de logements d'ailleurs sur tout ce qui va être Planche des Belles Filles, Plancher-Bas, etc. Il y a vraiment des gros logements qui apparaissent, dont certains, peut-être qu'on aura en gestion. On est déjà en discussion avec des propriétaires. Et là, ça va être une période un petit peu mouvementée. On est en plein marché de Noël, notamment à Montbéliard, Ouais. qui attire pas mal de monde. Donc là, on pense que le téléphone Ouais. sonne pas mal, parce que comme tu l'as dit, vous Exactement. vous occupez de la partie, bien sûr, propriétaire, qui veut optimiser ses revenus, mais il y a aussi tous les échanges avec les voyageurs au quotidien. Typiquement, il y a quelqu'un qui a son chauffe-eau ou Internet qui ne marche plus dans son logement à 22h, vous Ouais. répondez. Et ça va demander pas mal de temps et d'énergie. Exactement. Donc, mon marché de Montbéliard, pareil, hein, sur Montbéliard, les logements, c'est booké quasiment à 100%. Donc, beaucoup de gens qui viennent pour voir les familles. On a aussi des gens qui sont des commerçants du marché de Montbéliard qui logent aussi dans nos logements. D'accord. D'ailleurs, on a déjà essayé d'un petit peu actionner avec la mairie de Montbéliard justement pour leur proposer tous nos logements pour l'année à venir. On s'est dit que justement, en ayant un catalogue de logements, ça pourrait permettre de loger plus facilement l'année prochaine. Et effectivement, oui, le boulot de la conciergerie, quand je parlais de communication avec les voyageurs, ça va être. Donc, nous, on est sur 7 jours sur 7. Alors, c'est pas du 24 heures sur 24. Par contre, on travaille avec des astreintes, on va dire, et ça nous permet d'être actifs assez tôt le matin jusqu'à plus ou moins très tard le soir. Donc, Ok, très bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Merci à toi de nous parler de ce service-là. On sait que nous, dans notre quotidien, on a beaucoup de clients qui nous posent des questions sur ce service de conciergerie. Donc, ça permet à nos auditeurs d'en savoir un petit peu plus. Et en tout cas, merci à toi d'avoir accepté Merci. l'invitation pour nous parler un petit peu Merci, de Dylan. tout ça. Ok. Merci encore à tous d'être là. Donc, l'objectif aussi aujourd'hui, c'est d'aborder plusieurs thématiques, notamment au niveau des investisseurs. Je sais que c'est une clientèle qu'on en a de plus en plus, qui continue à être présent, qui veut investir sur Belfort, mais il y a
pas mal de questions qui entourent, on va dire, l'investissement. Alors déjà, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes, hein. Il va y avoir des gens qui vont avoir un objectif de rentabilité, qui veulent sécuriser leur patrimoine. Il y a vraiment différents profils. J'aimerais qu'on puisse parler tous ensemble autour de cette table du retour d'expérience que l'on a et peut-être de conseils qu'on pourrait vouloir donner à quelqu'un, soit un jeune investisseur ou quelqu'un même qui aurait un petit peu plus de bouteilles. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Quels sont les conseils que l'on pourrait donner? Osgur, par exemple, toi, au travers de ton expertise, est-ce que tu aurais des conseils comme ça à pouvoir donner à quelqu'un qui voudrait investir aujourd'hui? Bien sûr. En préambule, c'est vrai qu'en France, le marché de l'immobilier, même si ils nous envoient des chiffres ou des ratios, ils nous disent que c'est toujours très compliqué de se loger en France parce qu'il manque, je ne sais plus, quelques centaines de milliers pardon, de logements. Mais par contre, ça reste toujours un secteur d'activité moteur. Ça, c'était ce que je voulais dire en introduction. Mais je voulais aussi ajouter autre chose, c'est que au-delà en fait de ce marché, on a un stock en fait de, de bâtiments, d'appartements qui doit être vendu, acheté pour des raisons, pour des décès, de la succession, des personnes qui veulent plus faire du locatif parce qu'ils ont d'autres projets par l'intermédiaire de la cession de ces bâtiments. Et on a des nouveaux acquéreurs, c'est-à-dire des jeunes qui veulent, en plus de leur activité professionnelle, avoir un patrimoine ou construire un patrimoine. Cette construction se fait souvent par l'intermédiaire d'un investissement euh, qui est petit pour le premier, Mhm. pour la plupart des investisseurs. Euh, je pense par rapport aussi à la question que tu posais, c'est de bien calibrer en fait le produit. Alors le Mhm. produit, c'est le produit immobilier dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est de regarder l'espace environnemental. Thomas tout à l'heure parlait de Stellantis, etc. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, etc. Donc il ne faut pas oublier que l'aire urbaine, Belfort, Montbéliard, Héricourt reste quand même un tissu industriel important. Mhm. Les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais les chiffres de l'ADU, l'Agence de développement urbain, il y a à peu près une petite dizaine d'années, on avait à peu près 60 000 personnes qui travaillaient dans l'industrie, Mhm. avec les sous-traitants et tous les cabinets. On doit être peut-être à 50 000 aujourd'hui. Et on a encore beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur pour pouvoir se loger ou acheter des logements à Montbéliard. On a même des personnes qui font de l'investissement, qui sont originaires d'autres régions, qui font de l'investissement à Montbéliard, parce que les prix, des fois, la tension de prix, elle Ça, est... c'est un constat que j'ai beaucoup fait également. C'est souvent des gens, alors peut-être qui sont originaires de l'ère urbaine à Voilà, la base, qui partent pour des raisons professionnelles, pour exactement. des raisons pour leurs études, etc., qui vont habiter à Strasbourg, à Marseille, à Lyon, peu importe, et qui reviennent, non pas pour venir habiter, mais pour investir à Belfort. Je ne sais pas vous, au niveau de la transaction, si vous partagez un petit peu. Thomas, il pourra nous le dire, je prends exemple le marché alsacien qui n'est pas du tout le même que chez nous. On a beaucoup d'investisseurs qui vont venir, par exemple, de Strasbourg, qui vont acheter un bien pas forcément très cher ici sur le secteur de Belfort et les environs, mais qui vont pouvoir avoir des revenus locatifs qui vont être quasiment similaires parfois à ce qu'on peut trouver sur Strasbourg ou voilà, certaines villes alsaciennes. On a les mêmes échelles pour d'autres villes, mais beaucoup d'investisseurs viennent parce qu'ils ont entendu que dans ce secteur-là, on a un marché qui est plutôt bas en termes de prix de l'immobilier, Oui, mais avec des revenus locatifs qui sont intéressants. oui, Alors, on va peut-être pas avoir quelque chose d'exceptionnel, malgré que sur Belfort, on a de très beaux biens et dans les villes alentours aussi. On va pas venir chercher un patrimoine exceptionnel, mais on va venir chercher une rentabilité Tout à fait. qui est hyper intéressante. Mm. Donc, ouais. Julien, tu partages peut-être aussi toi cette analyse par rapport à ton panel de clients. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent te voir et est-ce que tu as l'impression que c'est surtout en termes de typologie des jeunes qui sont issus de la région? Est-ce que c'est plus des gens qui ont entendu du bien de Belfort pour venir investir? Est-ce que tu as un constat à pouvoir Complètement dresser? d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues. Plutôt des investisseurs, alors des investisseurs locaux, parce qu'ils maîtrisent le secteur, ils connaissent, ils ont de la famille ici, donc c'est rassurant aussi d'investir dans un secteur où on habite, où on vit. Et comme dit Stéphane, on peut aller chercher de la rentabilité en termes de pourcentage très intéressante. On est un petit peu moins sur du placement que sur des villes comme
Paris, Bordeaux ou autre, forcément, mais avec de la rentabilité intéressante, voire très intéressante. Et j'ai des clients aussi, je pense à un client là, Strasbourg, sud de la France, qui ont soit de la famille dans le coin ou qui ont entendu parler parce qu'ils ont un profil investisseur déjà bien aguerri, Mm. que c'est une région attractive en termes de tarifs et vont pas aller chercher justement de la rentabilité, se procurer parfois on parle d'immeuble, mais un petit immeuble de 3 4 appartements pour sans dépasser les 300 000 euros, voilà, accessible auprès d'une banque. Mm. Pour un premier projet, on peut déjà se procurer un beau bien, un bel ensemble pour mettre le pied dans l'investissement, même des fois un studio ou plus intermédiaire, mais ouais, il y a des belles possibilités et on ressent ça vis-à-vis des clients. Je rebondis aussi, Augur, à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on entend, par rapport au tissu économique, où il y a toujours ce discours on va dire, des médias qui peut être un petit peu alarmiste en disant, voilà, il y a de la suppression d'emplois, l'industrie, c'est la crise, etc. C'est un discours, une vision qui est à moitié vraie, on va pas se mentir, mais ça reste une ville Belfort. Et quand je parle de Belfort, je parle de l'aire urbaine, hein, c'est vraiment l'axe Belfort-Montbéliard qui reste porteur par rapport à l'environnement géographique. On est proche de la Suisse, on est proche de l'Allemagne, ça reste un hub quand même qui est intéressant. Et moi, quand j'étais plus jeune, on parlait à chaque fois, oui, il y a l'Alstom qui va fermer. Après, bah, c'est pas Alstom, c'est General Electric. C'est pas General Electric, c'est Arabelle Solutions qui vient à la place. Et je pense que peu importe l'industrie qui va s'installer, ça restera une ville à moyen ou long terme qui restera intéressante au niveau de l'industrie de par sa position géographique, de par son histoire aussi, avec la proximité historique qu'il peut y avoir avec Peugeot, bien évidemment, et même en termes d'université, d'école, de formation. Belfort, Montbéliard, il y a de l'université, il y a des formations qui sont proposées et il y a des gens qui sont attirés par Belfort, par Montbéliard et notamment avec des loyers qui sont plus bas que ce qu'on peut trouver dans d'autres villes. Et je voulais ajouter aussi un autre élément, parce que souvent on l'écarte un petit peu dans nos analyses, c'est qu'aujourd'hui les bailleurs sociaux, d'une manière générale, pour pas citer de nom, ont une politique complètement différente. Donc, c'est-à-dire ils détruisent les anciens bars d'immeubles qu'on pouvait voir dans les quartiers, etc. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, soit vous avez des personnes accession, je sais plus comment, Primo-accédant, c'est ça. Oui. accédant, c'est ça, donc qui veulent soit acheter donc une maison ou un appartement dans une copropriété, et on a encore du stock à ce niveau-là. La deuxième chose aussi, c'est cette aire urbaine, même si la législation a changé ces derniers temps en termes de zones, sur les zonages, les collectivités doivent avoir un équilibre entre le bâti, le non bâti sur le terrain à bâtir. Ils doivent laisser une certaine partie naturelle pour éviter tout problème climatique, d'environnement, etc. Mais au-delà de ça, on a encore beaucoup de, je veux dire, de terrain qui reste à bâtir Bien sûr. sur l'aire urbaine, parce que on était, même avant Peugeot, une terre agricole. Donc, Belfort, Montbéliard, etc., ça a toujours été une terre agricole. On est toujours une terre agricole, mais on a encore beaucoup de foncier à bâtir. De Au-delà la de l'ancien, de la transformation transformation qu'on qu'on peut peut établir, racheter et puis qu'on peut rénover, etc. bien sûr. Donc, je pense qu'il y a vraiment une belle dynamique qui reste encore importante sur l'aire urbaine, sur la partie immobilière. Ouais, c'est intéressant. Je profite pour donner la parole à Thomas. On a parlé un petit peu, nous, de notre regard au niveau de la transaction. Toi, tu as aussi bah, principalement affaire à des profils investisseurs. Bah, Ouais. forcément, c'est des gens qui font fructifier leur patrimoine. Est-ce que tu peux, toi, caractériser, on va dire, tes clients, leur donner, est-ce qu'ils ont un profil type ou pas forcément? Et est-ce que c'est des gens qui viennent de la région? Je crois notamment que tu as un client qui vient de Strasbourg qui te fait confiance et qui t'a donné pas mal de logements à Belfort pour pouvoir s'occuper en conciergerie. Ouais, donc en termes de variété de clients, on va dire, on a tout, donc c'est intéressant. Après, c'est sûr qu'on va toucher plus d'investisseurs parce que ben, qui dit immobilier dit souvent bah, investissement. Mm. Donc automatiquement, ça va vite être des profils où des gens ont déjà de l'expérience en immobilier et donc ont plusieurs biens. D'accord. Et donc, ben, typiquement, là, mon client strasbourgeois, lui a une vingtaine de biens, principalement du coup sur Strasbourg. Mais justement, je fais la passerelle avec ce que tu disais tout à l'heure, bah, Belfort qui est hyper intéressant.
Donc aujourd'hui, il a investi sur Belfort, donc sur des immeubles de rapport. Mm. C'est sur des prix auxquels, voilà, à Strasbourg, on va peut-être avoir un joli T2. Ça fait, la- Sur Belfort, Ça fait le parallèle avec ce que tu disais, Julien. on va Et, avoir un immeuble de rapport. et ça me fait penser, effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, moi, j'ai vendu un immeuble sur la commune d'à côté à Cravanche. Les clients sont corses, n'ont pas de lien avec la région, et là, ils cherchent à continuer à investir dans le secteur. Ils ont d'autres projets, Parce qu'ils ils ont regardent ça pour marche Grand Villard ou autre. Et j'ai aussi pas mal de contacts sur les immeubles que j'ai eu à la vente de gens du Haut-Doubs, secteur de Pontarlier et environ, avec forcément en proximité suisse des gens généralement qui travaillent en Suisse, un pouvoir d'achat quand même généralement plus élevé. 2 fois, 3 fois Et plus. voilà, et forcément, ben, quand on regarde Pontarlier aux environs, les prix sont nettement supérieurs. Ils se rapprochent de Belfort, l'aire urbaine, et du coup, ils s'intéressent aussi, les gens du Haut-Doubs, pas mal à notre aire urbaine, Belfort, Montbéliard et les cours, on va dire, donc j'ai ce constat-là aussi. Ouais. Donc en tout cas, on peut voir que l'investissement est encore lucratif en quelque sorte et qu'il y a encore de l'avenir. Est-ce que en termes d'achat, on va dire, souvent on entend qu'il faut investir, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. On entend parfois parler des SCI. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est une SCI et peut-être est-ce qu'il vaut mieux acheter en SCI ou en nom propre? On t'écoute, Osgur, sur cette partie. Alors la SCI, pour la dénommer sur ces 3 lettres, c'est une société civile immobilière. Donc le mot civil est très important en fait dans ce cas de figure, puisque en fait les investisseurs sont indéfiniment responsables de la dette de cette SCI, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, ça c'est une option fiscale. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on prend, on va dire, souvent les questions que nous avons lors des rendez-vous dans les choix que les clients nous posent, c'est euh, j'ai entendu que la SCI à l'IS est meilleure que la SCI à l'IR. Alors ça, je donne une explication, en fait c'est une tendance. C'est une tendance depuis une bonne Juste, dizaine. je me permets d'interrompre pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les termes IS et IR, donc c'est Ça l'impôt veut sur la dire société et et impôt impôt sur sur les le revenu, revenus. oui, c'est C'est vrai. un choix qu'on fait au moment de la création de la SCI. Je me permets juste d'ajouter cette Merci, précision. ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, depuis une quinzaine d'années, le financeur dans l'immobilier s'est tourné beaucoup plus sur la SCI à l'IS parce que c'est à partir du moment, surtout, ça s'est accéléré à partir du moment où les impôts prélevaient directement l'impôt à la source. Et il y a eu aussi, bien sûr, un peu la conjoncture fiscale, la pression fiscale qu'on a en France, qui fait que les personnes donnent un jugement par rapport au montant des impôts qu'ils ils payent déjà. Donc ils disent, je ne vais pas leur donner plus d'impôts. Donc du coup, l'IS permet à un moment donné de payer un petit peu moins d'impôts les premières années sur l'impôt société. Après, on paye un petit peu d'impôts au fur et à mesure dans le temps, parce qu'on a le droit à l'amortissement de l'immeuble. Donc ça, c'est le plus gros avantage qu'on peut avoir. Par contre, quand on a pris l'option IS, donc c'est ce que je dis toujours à mes clients, tu l'as très bien dit, c'est le mot qu'il faut employer, c'est ton objectif, c'est quoi? Mm. Est-ce que tu veux leur vendre ou pas? Parce que nous, on n'est pas devin, on ne sait pas si dans 10 ans, 15 ans, le client souhaite vendre son bien. Donc, si c'est pour faire de la location et derrière la rétrocéder à des enfants, à de la succession, Un projet etc., long terme, exactement, l'impôt société est la meilleure des options. des options. Par contre, au moment où vous vendez, c'est là où on a 2 effets qui se coulent. Le premier effet qui se coule, c'est que tout l'impôt que vous n'avez pas payé sur la durée où vous avez eu le bien, vous allez payer de l'impôt société dessus. Donc, c'est-à-dire, en fait, on est sur ce qu'on appelle des plus-values professionnelles. On va dire, c'est comme si c'était du chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, c'est une recette. Mhm. C'est sur cette recette-là, on paye l'impôt société. Le deuxième effet qui se coule, c'est quand on veut fermer la SCI, donc on veut ressortir l'argent à titre personnel, on fait une distribution de dividendes et on paye 30%. Donc le premier c'était 25%, là 30%. Donc grosso modo, on est presque à 50-60% d'impôts. Qui s'envolait. Voilà, donc en fait, toute l'économie fiscale qui a été faite pendant ces 15-20 Elle est ans, rattrapée. elle est rattrapée en une seule fois. Donc souvent, moi j'assimile ça, vous me connaissez un petit peu avec mes métaphores, c'est l'équipe
d'après-match. Mm. C'est-à-dire qu'il faut faire un 4-4-2, 3-4-2. C'est facile de dire les choses 15 ans, 20 ans après. Mais en fait, Il faut anticiper. il faut anticiper et tout se passe pendant le match. Et donc ça, on est d'accord sur cet impôt-là. Par contre, on est rattrapé, on a cet effet qui se coule uniquement au moment de la vente, au moment où la société est Exactement. liquidée en quelque sorte. Exactement. Et ce qu'on peut faire comme mécanisme, mais, pour pas que ça soit aussi assimilé à une activité de promotion immobilière ou de marchand de biens, parce que c'est pas de racheter et de revendre sur une SCI, parce que si on le fait fréquemment, et si la patrouille, la brigade des impôts arrive pour faire un contrôle, ils vont faire un examen, une analyse pour voir si cette fonction a été utilisée, parce qu'en plus sur une SCI, on a plus de facilité à avoir un financement auprès des établissements bancaires, parce que les établissements bancaires ont cette garantie sur la tête des associés. D'accord. Voilà. Donc, je veux dire, il faut surtout acheter et vendre au bout de 10 ans, 15 ans un autre produit. Mm. Mais faire l'opération une ou deux fois sur la longévité de la SCI, là, on n'a pas le caractère de promotion immobilière qui rentre en compte. D'accord. Et là, donc, on a une charge, une dépense, on arrive à équilibrer les choses. C'est des choses qu'on voit aussi assez régulièrement dans les SCI à l'IS. D'accord. Le jour où ça ne se vend pas, quand on arrive à 20 ans, 25 ans, c'est là où voilà, on a déjà le droit de succession qui intervient. Les propriétaires des titres peuvent plus facilement faire des dons aux enfants avec les plafonds. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis après, au bout de 10 ans, puis après, au bout de 15 ans, puis ils peuvent aussi donc contourner un petit peu cette fiscalité de cette façon-là, en gardant l'usufruit, en donnant la nue propriété ou Bien sûr. à l'inverse, etc. Tout dépendra aussi de la santé aussi du dirigeant. Bien sûr. Donc en gros, si on doit faire un résumé, on va dire, sur l'impôt sur les sociétés, c'est vraiment quand on a une vision à long terme et l'objectif de se constituer un patrimoine sur la durée et peut-être d'avoir aussi une transmission qui se fait avec les héritiers. C'est la meilleure des solutions. Julien, tu veux intervenir? Ouais, mais je rejoins complètement ce que dit Osgur, et puis c'est un sujet sur lequel on échange régulièrement. Des fois, on a des clients investisseurs qui nous disent tout de suite: ah, mais moi je fais une SCI à l'IS, de toute façon c'est le mieux, on paye le moins d'impôts. Alors, effectivement, très bien, puisque si on est à l'IR, hein, tu me dis si je me trompe, mais ça vient s'ajouter sur nos revenus, et si on est déjà sur la tranche à 30% d'impôts, on va payer 30% d'impôts de revenus, plus les prélèvements sociaux, donc effectivement, on a une tranche d'imposition assez élevée. Par contre, si effectivement il y a un projet de revente en bout de quelques années et qu'on est passé à l'IS, là on bénéficie plus de ces avantages. Donc c'est un vrai sujet, et pour moi il n'y a pas de bonne solution, ça dépend vraiment du projet, et des fois c'est même difficile. On a par exemple 30 ans, on a des biens immobiliers, on est à l'IR. Est-ce qu'on passe à l'IS, mais finalement est-ce que dans 5 ans j'avais prévu de vendre, mais je suis passé à l'IS, c'est trop tard, parce que comme tu le disais, on ne peut pas revenir en arrière. On peut revenir en arrière dans les 5 ans. Sauf Ok. qu'en fait, c'est tout ce qu'on a déduit, c'est tout un C'est quand même calcul. rattrapé. Ouais. Ouais, c'est rattrapé, mais c'est que dans les 5 ans. Mm. Mais c'est tout un calcul apothicaire, Donc, et dans un- c'est très risqué. Souvent, on le fait. Nous, Ok. on a un vrai cas de figure. Ouais, le c'est pour coup, ça que j'essaye c'est de- pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que tu lances le sujet, mais on a une SCI ensemble avec Julien qui aujourd'hui est à l'IR. On a des projets immobiliers par la suite, et là, ça fait un vrai cas d'école. On est pile dans le moment où qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on se le dit toutes les 2 semaines. On a fait du déficit foncier au début, Bien sûr. donc on en a bénéficié, mais au bout d'un moment, est-ce que si on se dit allez, on va les garder un moment, c'est bien, et ben est-ce qu'on passe pas à l'IS? De l'IR à l'IS, C'est possible. C'est possible. De l'IS à l'IR dans les 5 ans, Dans les c'est 5 possible aussi. Mais Sauf qu'en fait, tous les déficits, tous les amortissements qui ont été calculés de l'IS à l'IR, il y a tout des calculs, parce qu'en fait, on ne peut pas On peut bénéficier. pas gagner. Voilà, exactement. Ça serait bien trop gros. Voilà, donc, et puis en plus, je crois qu'ils ont refait Il y a- 2-3 réformes à l'époque, donc du coup, c'est très compliqué voilà, donc moi j'avais eu le cas de l'IS à l'IR, de l'impôt société à l'impôt sur le revenu. On avait fait une petite simulation, ça valait pas le coup. Ouais. Donc, après, il y a aussi une chose, quand on passe à l'IS, on n'est plus dans la même gestion. oui. Il nous faut un comptable, Oui. c'est des frais comptables forcément à prendre en compte, Oui. un bilan à établir. À l'IR, on peut plus avoir une gestion un peu plus familiale de la société. Alors, c'était une discussion qu'on avait eue. En fait, à l'IR aussi.
À l'IR, la seule chose, c'est que, en fait, souvent les dirigeants de la SCI à l'IR établissent eux-mêmes leur déclaration de revenus sur le site ImpôtGouv, en remplissant l'alias fiscal, etc. Sauf qu'en fait, il y a un autre problème ça a pas été, qui n'est jamais saisi par les dirigeants de ces SCI à l'IR qui souhaitent faire ces éléments, cette comptabilité ou cette déclaration, c'est que ça reste quand même une société civile immobilière. Vous avez des gérants, les gérants doivent faire une comptabilité et approuver les comptes, Mm. chose qui n'est jamais faite. On a les problèmes quand il y a un décès et une séparation des associés ou un divorce. Mm. Donc les notaires et le juge demandent toujours trois choses. La première chose, c'est est-ce que vous avez un bilan comptable? Parce que le bilan comptable sur la SCI à l'IR, là on est vraiment dans du technique, mais je ne vais pas trop rentrer dedans parce que sinon ça va embrouiller un peu les auditeurs. C'est que le bilan comptable et l'alias fiscal, c'est deux choses différentes. L'alias fiscal à l'IR, c'est ce qui est envoyé même à l'IS aux impôts. Le bilan comptable retrace aussi tous les apports qui ont été mis par les différents associés. Sauf que ces apports de compte courant d'associés, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on a apporté, on a avancé à la société qu'on souhaite récupérer ou qu'on n'a pas pris, sur l'alias fiscal, elle ne figure jamais sur la 2072. Sauf que sur le bilan comptable, on a la ligne compte courant d'associé Julien Hugo, compte courant d'associé Stéphane Laurency, Lille Lapierre, Thomas Douet. Donc du coup, on les voit apparaître. C'est un élément aussi essentiel parce que le notaire, souvent, il nous demande d'évaluer les parts, il nous demande de savoir s'il y a des comptes courants d'associés. Et à l'IR, il y a un autre truc que souvent que ses clients oublient de faire, c'est qu'il y a eu à la Cour de cassation, je ne sais plus, 2018 ou 2017-2018, avait été très ferme là-dessus. C'était un gérant qui avait une SCI à l'IR, qui n'avait pas fait sa comptabilité, c'était pour sa résidence principale, ou qui n'avait pas fait l'évaluation auprès d'un professionnel de son bien, n'a jamais fait d'approbation des comptes. En tant que gérant, il a été condamné. Et derrière, en fait, le juge disait que c'était l'approbation des comptes qui faisait foi. Il rappelait la règle que les résultats fonciers que vous avez dans une SCI à l'IR approuvent que Julien a 10% du résultat foncier, Stéphane 15%, avec le montant. Et c'est l'approbation des comptes qui l'approuve. C'est l'administration fiscale regarde, c'est âgé. Donc si on veut vraiment résumer un peu tout ce qu'on vient de dire à présent, c'est qu'il faut vraiment anticiper au maximum notre investissement, ça ne s'improvise pas en quelque sorte, et il faut également avoir une certaine rigueur, comme tu l'as dit, par rapport à cette approbation des comptes, par rapport à ces frais comptables, à cette gestion logistique en quelque sorte, c'est vraiment très important. Une clarté sur les choix qu'on a envie de prendre au fur et à mesure des années. C'est dur au tout début de se dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais il faut essayer d'avoir cette clarté sur l'avenir et Au final, viser juste. ce qui est bien, c'est de se faire conseiller quand même, quand on a un projet comme ça qui va être très facilement un projet d'investissement, on va se rapprocher, c'est des gros montants généralement. C'est pas trop de prendre un rendez-vous avec un expert comptable et puis de se faire conseiller, un fiscaliste, en expliquant le projet, avec qui je m'associe. C'est peut-être des frais à dépenser un petit peu au début, C'est un mais investissement c'est un investissement et qui est on met les choses raisonnable, sur la table. déraisonné. Ouais. Et tout en sachant qu'en plus, les frais de comptabilité Sont déductibles. Voilà, exactement. Je prie pour ma paroisse. Tu as bien répondu. sont déductibles. Mais c'est bien vrai. Ouais, mais je voulais ajouter un dernier truc là-dessus, parce que j'ai quand même fait deux, trois petits résumés. Mais si on prend la SCI à l'IR, les avantages, c'est ce que je disais, on a une optimisation entre la carte entre les associés. Et c'est aussi idéal à longue durée, parce qu'à partir du moment où vous avez payé votre emprunt, c'est directement du cash qu'on récupère, parce que vous payez l'impôt sur votre déclaration de revenus que vous pouvez récupérer via la SCI. C'est des virements, c'est simple, il n'y a pas de problème. Par contre, les inconvénients, il y a une problématique avec le meublé Bien sûr. à l'IR, la SCI à l'IR. Et puis derrière, on a aussi une complexité administrative qui est importante en matière de certains éléments, de certains travaux, etc., etc. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand on a discuté. Par exemple, un cas très précis, vous avez
et ça, je pense que les auditeurs vont bien le comprendre. Vous avez un appartement qui fait 80 mètres carrés. Vous avez décidé, parce que vous avez de la place, de faire une ouverture et de refaire un deuxième logement de 30-40 mètres carrés. Tous les travaux qui concernent ce nouveau logement, donc agrandissent en fait le patrimoine, l'investissement, donc ne sont pas déductibles. Et ça, c'est des erreurs que beaucoup font dans leur déclaration de la SCLIS. Je ne vais pas lister en fait Ok, les charges. tous les cahiers des charges et tous les frais à entretien qui sont déductibles Mhm. dans toutes les dépenses qui sont déductibles pardon, dans les revenus fonciers. Mais par contre, les gros travaux ne sont pas. À partir du moment où On a grandi, on a modifie. grandi, ouais, exactement, voilà. Et il y a aussi la deuxième chose, il y en a, ils font aussi de l'artificiel, c'est-à-dire en fait, ils font la destruction, la construction, ils mettent la porte, on a du béton, etc. Et derrière, ils disent, ah ben non, la peinture, pour nous, c'était de l'entretien. Non. L'élément de peinture qui correspond à cet agrandissement et aussi de l'investissement, donc c'est du non déductible. Du non déductible. Ça, il faut que les auditeurs le mettent Comprennent, bien bien sûr. dans leur tête. Et avant de clore, on va dire, ce sujet par rapport à la fiscalité, j'ai aussi peut-être une question. Là, on a beaucoup centré le débat sur la partie investisseur et les choix, les conseils qu'on peut lui donner. Mais par rapport à la résidence principale, parce que parfois, c'est deux projets qui peuvent être en simultané, qu'est-ce qui est le plus arrangeant si, par exemple, on a envie en même temps d'avoir de l'investissement immobilier? Admettons que j'ai une SCI, peu importe que je sois à l'IS, à l'IR. Si je veux acheter ma résidence principale, changer de résidence principale, est-ce qu'il y a un impact qu'on soit à l'IR, à l'IS sur ma capacité d'emprunt? Est-ce que ça, c'est des choses qui ont à voir avec le choix que je vais faire de Bien régime sûr, fiscal? oui. Euh, moi, quand je conseille, je prends toujours les conseils comme si c'était pour moi. Mm. Donc, je conseille mes clients comme si c'était mon bien ou la décision que je vais prendre. La fiscalité de la résidence principale, c'est celle qui est la plus soft. Donc, c'est-à-dire, en fait, on ne paye pas de plus-value. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des plus-values, mais je n'ai pas envie de faire un cours de fiscalité là-dessus. Et les plus-values, en fait, quand vous achetez une maison, vous la revendez, zéro plus-value. À condition, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais que vous faites une activité professionnelle chez vous et que vous avez déclaré que c'est une activité professionnelle et que vous versez des loyers. Donc cette quote-part n'est pas, n'est pas exonérée de plus-value. La deuxième chose, c'est il faut regarder la partie matrimoniale. Marié, pas marié, paxé, les deux types de pax, là, avec le partage, sans partage. En concubinage, souvent c'est ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus trop de mariage en France. Donc du coup, quand on est en concubinage, ce qui se passe, c'est qu'on fait une SCI. On fait une SCI parce que ça permet aussi aux banquiers, pareil, de refinancer plus facilement, puis d'avoir des garanties financières derrière. Cette SCI, en fait, il y a deux choses. C'est, on reçoit une première déclaration, la 2072, on la remplit en disant qu'en fait, c'est une SCI résidence principale et qu'elle n'a pas de loyer, etc. Donc, première chose, on déduit jamais les loyers. On ne prend pas de loyer, on déduit jamais les travaux. Donc, on raisonne comme si c'était quelque chose qui appartenait au groupe. Par contre, il y a une erreur à ne pas faire, c'est si un conjoint ou un concubin, j'emploie exprès les termes qui sont mis sur la déclaration de revenus, Mm. a payé plus de factures que l'autre, il doit tenir une espèce de petite comptabilité au cas où s'il y a une séparation pour dire voilà, moi j'ai plus contribué pour avoir ce qu'on appelle ces fameux comptes courants d'associés. Mm. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gérant de cette SCI, souvent bon, c'est le conjoint et la conjointe sont mis gérants, doivent, à un moment donné d'une séparation, faire évoluer le bien, même après travaux, pour qu'on ait un bien qui a une valeur et que ça soit fait. Et après, en fait, il n'y a plus rien à faire. Mm. Ça, c'est voilà, c'est cette SCI pour les personnes qui ont une composition familiale différente, ça se fait. Souvent aussi, on a le cas, on le voit de plus en plus, hein, parce que c'est partout, c'est dans le monde, hein, mais en France aussi, on a des familles recomposées. Mm. Donc on a des personnes qui ont des enfants avec un conjoint, une conjointe, ex-conjoint, conjointe, et puis une autre personne qui a un conjoint, conjointe, et puis qui souhaite faire un investissement
ensemble pour une maison, une résidence principale. Ils font une SCI. Parce que derrière, après, il y a aussi ces droits de succession qui deviennent importants au niveau des enfants. Il y a aussi l'autre cas où ils achètent à titre privé, puis ils font une indivision auprès du notaire. Voilà. Ok. C'est la plus simple aussi. Et puis ça passe aussi très bien. Je vois ça régulièrement dans les dossiers clients avec les banquiers. Bon, en tout cas, on sait qu'il faut s'accompagner. Un projet immobilier, que ce soit pour de l'investissement ou pour la résidence principale, ça ne s'improvise pas. En tout cas, il ne faut pas hésiter à se faire épauler, que ce soit au travers d'une agence immobilière, que ce soit au travers d'un cabinet d'experts comptables. Donc, en tout cas, merci Osgur pour ces éclaircissements. Merci également à tous. Je vous propose également qu'on aborde un deuxième sujet, qu'on clôture ce premier débat et qu'on fasse une transition pour un sujet d'actualité, à savoir les taxes foncières. Donc, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est un sujet d'actualité, donc on constate qu'elles augmentent bien souvent, mais il y a également un projet de réforme qui a été mené par le gouvernement, qui a été proposé, donc pour l'instant rien de concret, mais en tout cas il y a cette volonté de remettre à jour les fichiers immobiliers au travers de certains, on va dire, conditions, d'aisance au travers notamment de fait d'avoir l'eau courante, d'avoir l'électricité. L'objectif pour l'État, ça va être de récolter de l'argent supplémentaire et ce qui est provisionné, ce qui est prévu au travers de cette réforme, c'est 466 millions d'euros supplémentaires qui pourraient rentrer dans les caisses de l'État. Donc on sait que c'est un sujet d'actualité avec le budget qui est ou qui ne sera pas voté et ça toucherait 7,4 millions de foyers, d'accord, donc sur une assiette totale de 32 millions, donc ça représente quand même pas mal de foyers concernés et ça représenterait environ 63 euros d'augmentation pour les foyers concernés. Donc je voulais savoir peut-être vous, comment vous percevez cette hausse et est-ce que vous pensez que ça peut en avoir un impact directement aussi bien auprès des propriétaires au travers de leur résidence principale ou même au travers de l'investissement peut-être. Thomas, quelle est ta vision sur ce sujet? Ben, à vrai dire, comment dire, on va dire que l'État, il va faire ce qu'il peut de façon pour chercher de l'argent où il peut. Aujourd'hui, sans rentrer dans des débats, ben, on vient aussi un peu taper sur les investisseurs, les propriétaires, de plus en plus. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est que ben, dans tous les cas, on doit jouer avec les règles qu'il y a en place, les règles du jeu. Donc, maintenant, les taxes foncières, effectivement, j'ai plusieurs logements. Chaque année, il y a des augmentations. C'est des choses sur lesquelles il faut essayer de pallier. Techniquement, on doit aussi, les loyers doivent aussi suivre un certain index. Donc, il faut être cohérent et réussir en tant que propriétaire, je pense aussi à augmenter peut-être aussi un peu le prix des loyers. Mais du coup, c'est aussi un cercle vicieux parce que ben, qui dit loyer qui augmente dit ben, en tant que locataire, ça va être plus cher. Donc aussi derrière, on sait que le pouvoir d'achat fait que de diminuer. Euh, donc très compliqué L'impact, ça touche tout le monde Ouais, au final. En voilà. définitive, tout le monde est impacté par ça. Et si la question c'est y a-t-il un impact sur l'augmentation ou le changement de calcul par rapport aux taxes foncières, la réponse c'est oui. Maintenant, quel est-il? Ça, c'est Est-ce que encore. vous le voyez déjà, vous, est-ce que déjà les taxes foncières, c'est quelque chose qui est pris en considération de la part de vos clients acquéreurs, comme on l'a dit, hein, aussi bien, là on fait pas le distinguo entre les investisseurs et la résidence principale, c'est une question qui vous vient, qui va souvent à la Les bouche. questions à la fin d'une visite, une visite qui s'est plutôt bien passée, quand il y a un intérêt pour le bien, il va y avoir cette question des charges. Le client a déjà vu l'annonce auparavant, mais c'est à ce moment-là qu'il s'y intéresse vraiment. Et l'appartement plaît, on a fait le tour, tout va bien. Maintenant, on va poser la question des charges. Alors, au niveau énergétique, et ça on en avait un petit peu parlé, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est un gros débat. Et il y a les charges de copropriété quand on est dans une copro, et évidemment la taxe foncière. Et on serre les dents au moment d'annoncer des fois la taxe foncière, ça dépend des communes. Je prends un exemple, on parlait tout à l'heure de notre SCI. On a acheté un bien c'était quoi, 2018 qu'on avait acheté 19, 2019. Il y a une augmentation de 40% 40%. aussi. Ça correspond peut-être aussi à la fin de la taxe d'habitation. Il y a eu la suppression de cette taxe d'habitation qui était payée par tous les foyers. Là, aujourd'hui, on a arrêté d'imposer cette taxe auprès des gens qui seraient locataires, etc. Ça a été promis par le gouvernement qu'il n'allait pas avoir de répercussions directes sur la taxe foncière. Force est de constater que ça s'est
c'est pas, ces promesses ne se sont pas témoignées, je trouve, dans les faits. Et c'est vrai, comme vous dites, vous avez une augmentation de 40% et systématiquement, on a cette taxe foncière qui augmente. Toi, Osgur, tu peux le confirmer? Ouais, je vais te le confirmer, Dylan, je te remercie. En fait, effectivement, je l'ai noté, mais c'est pour ça que je t'ai dit c'est bien de mettre cette taxe d'habitation en fait aussi comme vecteur d'augmentation de la taxe foncière. J'ai un mandat d'élu local, je suis adjoint aux finances. Ils ont dit les taxes d'habitation, elles sont reversées aux collectivités en grande partie, à part la redevance qui est reversée à France 2. Euh, les, France Télévisions. On les salue. C'est- On n'est pas encore concurrent à France 2 et on ne touche pas cette taxe, malheureusement. Voilà. Et du coup, en fait, moi, je me posais cette question déjà à l'époque quand ils disaient qu'ils allaient l'enlever en 2018. C'était sur le premier mandat d'Emmanuel Macron. Euh, Comment ils allaient la compenser? Donc, on avait deux types de compensation pour les collectivités. Donc, dans la collectivité où je me trouve, à Bettencourt, c'est une collectivité qui n'est pas très riche. On a une compensation sur ce qu'ils appellent donc, la TFPB, hein, taxe foncière sur produits bâtis, bâtiments bâtis, je ne sais plus trop quoi. Et on a eu cette compensation qui venait donc réguler la taxe d'habitation pour les collectivités. Une fois qu'on a eu cette régulation, par contre, là, on parle pour les particuliers. Les particuliers, en fait, voyaient tout doucement leur foncier augmenter, Mm. leur taxe foncière augmenter. Les collectivités avaient la main sur le taux. Mm. Donc le département avait son taux, la commune avait son taux, sauf que la base était entre les mains de l'État. Et l'État augmentait tout le temps les bases, la base de la valeur locative. Donc après, le département a beaucoup moins de sous, donc augmente un petit peu son taux. Mm. Bon, nous, à Bettencourt, on ne l'a pas augmenté, hein, soit disant en passant. Et derrière, les communes qui étaient en difficulté sur leur budget, parce qu'ils avaient aussi moins de recettes fiscales, augmentaient aussi le taux de cette taxe foncière. Qu'est-ce qui se passe? Étranglement, encore vers qui? Auprès des propriétaires. Donc aujourd'hui, oui, la taxe foncière reste quand même un poste important pour certains investisseurs. Donc c'est aussi quelque chose que, de toute façon, quand vous faites vos acquisitions et vos ventes, c'est un document aussi que le notaire demande, mais c'est aussi quelque chose que vous êtes assez veillant avec les charges de copro. Mm. Et puis dans un deuxième temps, sur ces histoires des WC, de la clim, de la baignoire, etc., c'est juste incongru, une stupidité. Même si il faut dire les choses comme Bien elles sûr. sont. On voit que ça fait un tollé, en tout cas, auprès Exactement. de tout le monde, et ça fait vraiment polémique à l'heure actuelle, parce que surtout, on va pas se mentir, les choses d'aisance qui listent, c'est le fait d'avoir un lavabo, une douche, l'eau courante, Exactement. l'électricité, un chauffage central. On va pas se mentir, dans 90% des cas, alors c'est pas une statistique vérifiable, hein, c'est quelque chose que je pense à la volée, mais en tout cas, voilà, il y a 90%, si ce n'est plus, des logements à l'heure actuelle qui sont équipés. Ils prétendent que c'est pour mettre à jour un fichier qui n'a pas été actualisé depuis des dizaines d'années, mais on va pas se mentir, c'est pour aller chercher de l'argent où ils ont du mal à en trouver. On voit que le budget a du mal à passer, etc. Et bien souvent, c'est pas pour faire du réactionnaire ou me plaindre de diverses choses et d'autres, mais c'est que quand il faut chercher l'argent, le propriétaire est souvent la première personne chez qui on va pouvoir toquer. Et il y a une certaine pression financière qui est mise au travers de la taxe foncière, au travers également, moi je trouve, je fais le parallèle avec l'IDPE, avec, voilà, il y a un cahier des charges quand on est propriétaire qui est de plus en plus drastique, et je trouve ça problématique. Julien, je sais que tu voulais intervenir, je t'écoute. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Je vais même peut-être aller un petit peu plus loin. Quand effectivement, par exemple, dans ce cas-là, on a une taxe foncière qui augmente de 40% en 5-6 ans. Thomas disait on peut indexer les loyers. On sait aussi, économiquement, pardon, alors oui, on peut le faire, mais on sait que c'est compliqué des fois de trouver des locataires. Bien Et sûr. qu'on a un locataire qui est correct, eh ben, on va lui faire un peu aussi ce privilège de maintenir le loyer. Enfin, en tout cas, c'est la politique qu'on a. Donc forcément, l'augmentation de taxe foncière, on la prend à notre charge. Mm. Donc c'est notre choix, mais forcément, quand ça prend 40%, quand la taxe foncière commence à représenter dans une année 2 mois de loyer, Ça- c'est une pression sur le propriétaire. On sait aussi malheureusement que des fois, il y a des problèmes locataire-propriétaire. Le propriétaire est déjà très peu protégé pour les recours, pour les expulsions en cas de non-paiement. Pour les dégradations qui Les peuvent y avoir. dégradations. Donc
avec cette foncière qui augmente, pour le propriétaire et l'investisseur, je pense que c'est un mauvais signal qui est envoyé aux investisseurs. Pression fiscale, ça peut faire peur aussi. Et ça peut être dangereux. On rajoute à ça un petit peu le manque de visibilité sur, en 2026, les régimes fiscaux, comment je me place, les statuts du bailleur privé, comment on sera. Je pense que c'est risqué et moi j'ai même entendu une ville comme Belfort, on parlait d'investissement attractif tout à l'heure, des gens qui disent moi Belfort, parce qu'on sait qu'elle est quand même assez élevée, bah, je vais peut-être commencer à éviter parce que quand je mets 2 mois de mon loyer dans la taxe foncière, je vais peut-être aller sur des communes un peu plus petites où il y a moins de commodité, mais par contre ma taxe foncière elle représente 1 mois maximum, voire un demi-mois de loyer annuel. Ouais. Donc je commence à réfléchir. Moi, la taxe foncière, mes premiers investissements, je la regardais presque pas. Là, demain, j'investis. C'est dans mes 3 premières questions. Parce que je veux voir combien de loyers ça représente. Et puis je veux voir aussi si c'est une commune qui pratique des augmentations conséquentes depuis ces dernières années. Donc je pense qu'il faut... On se rend compte en tout cas que l'investissement, c'est un vrai métier. Et que c'est pas poser des billes comme on peut dire quelque part et après on voit. Il faut bien réfléchir et je pense qu'il faut quand même faire attention aux propriétaires investisseurs de pas trop ajouter des contraintes parce que si les gens n'osent plus prendre de risques, comment on va loger les gens? Et c'est un peu dommageable parce qu'on parlait dans notre précédente émission un petit peu des taux, etc. Et puis que le marché repartait un petit peu à la hausse, qu'on avait cette sensation, nous, au niveau de la transaction, depuis 1 an et demi, qu'on avait un marché qui était un petit peu plus porteur. Mais le problème, c'est que si, malgré le marché qui soit porteur, on accumule des contraintes, les taxes foncières qui augmentent, les taux qui sont un petit peu variables, etc., les diagnostics, et ben ça va pouvoir freiner les gens à vouloir acheter. Et c'est un petit peu inquiétant, on va dire, pour notre marché. Alors que ça reste un superbe investissement immobilier et que c'est vraiment un vecteur, un très beau levier. Mais il faut pas, je pense, trop tirer sur la corde et bien protéger tout le monde. Le locataire doit être complètement protégé, le propriétaire aussi. Et je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver et pas décourager nos investisseurs, jeunes investisseurs surtout, qui vont devenir des investisseurs aguerris. Bien sûr, moi je le dis tout le temps, la pierre grise, peut-être que c'est du fait de mes origines, mais la terre, la pierre grise, l'or, c'est des valeurs sûres. Elles ont une vraie valeur intrinsèque. On aura toujours besoin de logements, on aura toujours besoin de propriétaires ou de locataires, tout dépend où on se place. Et c'est ce que tu dis aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il y a un désengagement des bailleurs sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert de public sur le bailleur privé, qui n'est pas non plus beaucoup protégé. Donc là, je suis en train de faire plutôt un état de synthèse en disant à l'État, attention, réveillez-vous, parce que là, on a encore en France beaucoup de patrimoine, un super patrimoine d'une manière générale sur notre foncier bâti, et on est en train de tout foutre en l'air pour dire ces choses-là. Et puis les décisions qui sont prises au Parlement, même qui sont plutôt, là c'était plutôt des hauts fonctionnaires qui avaient un petit peu donné cette idée à nos parlementaires ou à nos ministres, c'est des décisions qui sont complètement incongrues. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un rétropédalage, parce que je pense que voilà. Et il y a aussi quelque chose que je pense que souvent on oublie, c'est quand vous achetez un bien, vous avez le droit, s'il n'est pas loué, mais vous souhaitez le mettre en location, il faut regarder, il y a des conditions. Pareil, je ne suis pas là pour faire aussi un cours de fiscalité, mais il faut bien regarder les textes de loi. Vous avez le droit de demander un dégrèvement. Un dégrèvement les premières années, parce que la première année, voire les 2 premières années, parce qu'il y a des travaux. Vous êtes en train de faire des travaux, c'est pas mis en location, il n'y a personne, etc. Donc vous pouvez demander des dégrèvements à l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale jugera par rapport aux justificatifs que vous rapporterez, exactement le bien fondé, que si voilà, vous êtes en travaux avec bien sûr cette déclaration de travaux à faire à l'administration qui est aussi importante. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez avoir des dégrèvements. Voilà. Donc ça, c'est un truc à dire à vos investisseurs. La deuxième chose aussi, c'est, donc on parlait de ces toilettes, de ces douches, de cette clim. Ces éléments de confort, comme ils appellent ça. C'est quand vous faites votre déclaration, à un moment donné, il faut remettre aussi à jour vos éléments déclaratifs de taxe foncière.
Parce qu'en fait, il faudrait aussi voir ce qui est Pris en compte ou pris pas. en compte ou pas. Parce que La il y a- possibilité de faire la demande directement Et- au travers de votre page impôt.gouv. J'ai fait la demande justement quand je me suis renseigné là-dessus et j'ai fait la demande. Bon, par contre, il faut se remettre un petit peu de patience. J'ai fait la demande le 1er décembre. Là, aujourd'hui, voilà, on est le Le 12, 10. le 10 décembre. Ouais. Il m'a fallu 10 jours pour avoir une réponse, pour qu'il m'envoie ce document chez la fiche détaillée me disant les mètres carrés qui sont pris en compte, que c'est coché, que j'ai bien un lavabo, que j'ai bien une douche, etc. Combien les il y a. couloirs. Et après, exactement. Et au travers de cette fiche, ils vont me dire, alors votre appartement fait 90 mètres carrés, mais on accumule, on ajoute 13, 14, 15, 16 mètres carrés supplémentaires sur lesquels va être calculée cette taxe foncière. Donc ça, vous pouvez librement demander au travers de votre messagerie sécurisée sur impôt.gouv. C'est un petit peu long, mais en tout cas, c'est légal et ça permet peut-être d'actualiser aussi ces informations-là et de vérifier si on n'est pas assujetti à cette augmentation. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que pour la majorité des gens qui nous écoutent, et encore nous on est dedans, et même pour nous c'est déjà un peu C'est ça, complexe. c'est un peu une boîte noire en disant la taxe foncière l'année prochaine, on ne sait pas, mais il y aura un nouveau montant, mais on ne sait pas comment il est calculé. Le calcul, demain quelqu'un est construit, on construit une maison sur un terrain, on n'arrive pas à se projeter sur quasiment le montant de taxe foncière parce qu'on s'y intéresse pas et qu'on est peu informé dessus. Il faut connaître du monde qui travaille, par exemple comme toi, Osgur, hein, qui est élu dans des collectivités ou vraiment creuser le sujet. Mais c'est un peu la surprise tous les ans au mois d'octobre, et souvent la mauvaise La surprise mauvaise surprise. malheureusement. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais c'est un sujet. On a l'impression qu'une hausse de 63 euros, bah, c'est anecdotique, voilà. Mais au final, bah, quand c'est 63 euros, plus 50 euros, plus 10 euros, plus 20 euros, plus 100 euros qui sont ajoutés sur différentes choses, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué pour une grande majorité des Français. Et 63 euros qui peuvent paraître anecdotiques pour le gouvernement, bon, au final, ça représente quand même une grosse part. Et tu parlais tout à l'heure, Julien, d'investissement. Bah, c'est vrai que 63 euros, ça change grandement la valeur, la rentabilité qu'on peut avoir. Et sur excuse-moi, On comprend. il me semble, vous regarderez les chiffres, mais d'une année, une autre année, que sur la base locative, je crois qu'on a augmenté que sur la base locative. En France, on a augmenté de 8%. C'est C'est énorme. énorme, c'est C'est énorme. énorme. Et souvent, il y a eu cette volonté d'indexer ça par rapport à l'inflation, mais on se rend compte qu'il y a souvent une base locative qui augmente beaucoup plus fort que l'inflation. Donc au final, les loyers ne sont pas augmentés, les salaires, surtout les revenus des propriétaires n'augmentent pas de la même manière, et forcément, bah, ça reste à charge qui est à supporter par le propriétaire. Et par rapport aux chiffres que tu donnais aussi, les 460 millions d'euros, là, 466 millions, exactement. 466 millions, je pense pas que c'est vrai ça. Je vais te dire pourquoi je vais te donner mon exemple par rapport au cabinet. Nous, quand on a racheté le cabinet en 2016-2017, j'ai fait à peu près le même exercice que toi parce que j'avais reçu le document. En fait, c'est eux qui m'ont envoyé le document par courrier. Et puis j'ai commencé à refaire des recherches, etc. Et puis en fait, il s'avérait que en fait, tout a été mis sur une base imposable. Ok. Voilà, c'est-à-dire, tu vois bien, on a des longs couloirs, des escaliers en colimaçon, plusieurs toilettes, etc. Et du coup, c'est là où j'ai refait le partage et ça m'a permis de faire à l'époque cette économie de taxes foncières. C'est ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, c'est un petit peu une boîte noire et en fait, on a l'impression qu'on peut rien y faire à cette taxe foncière, donc on va pas forcément regarder dans le détail. Et si on s'y consacre un petit peu, on peut avoir des fois avoir l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas comptabilisées, ou en tout cas, ce n'est pas forcément en adéquation avec la qualité de votre logement à l'heure actuelle. Et peut-être aussi des fois, Non, vas-y, je t'écoute. peut-être aussi la peur de ne pas aller mettre le nez dedans Oui. pour payer plus. Voilà. Ça, j'ai des clients qui c'est m'en vrai. parlent et on se dit, ben, peut-être que si je vais mettre le nez dedans, en fait, ils vont encore m'augmenter de 100 euros. Ah, Donc, on préfère- C'est pas le site préféré des Non. Français. Hein. Si on fait un classement. franchement, moi, je vais pas. Voilà, peut-être que je vais donner une mauvaise idée à l'État, mais en fait, c'était quelque chose qui était aussi dans les tuyaux parce que on avait, nous, lu à l'époque une documentation là-dessus pour les collectivités. C'est qu'à un moment donné, l'État voulait dédier des inspecteurs. Des inspecteurs qui allaient voir les maisons et qui n'avaient pas fait toutes les déclarations conformes. Surtout sur les anciennes, les vieilles maisons, puis qui ont fait des extensions, qui n'ont jamais déclaré les travaux d'extension. Et s'ils veulent vraiment chercher des recettes, l'État, au lieu de savoir si on a des toilettes de 3 mètres carrés ou des douches de 15 mètres carrés, La piscine sur Google Maps, voilà, l'extension. c'est Ça, c'est facilement les extensions en prenant des photos tout autour, Bien sûr. en allant voir le propriétaire, parce qu'on a beaucoup de maisons
des anciennes maisons, surtout les anciennes, c'est-à-dire je vous parle des maisons pour certains qui ont été construites après la Première Guerre mondiale, voire Deuxième Guerre mondiale, qui ont eu des extensions et pour lesquelles On n'a jamais déclaré. j'ai pas trop l'impression que... Oui, Nous, c'est un petit peu notre crainte aussi quand on vend un bien, c'est que des fois, il y a des aménagements qui ont été faits. On a rajouté une salle d'eau à l'étage, on a rajouté il y a une piscine qui a été construite, il y a une extension, un garage, un carport. C'est des choses qui sont imposables. Et souvent, il y a des clients qui nous disent ah, mais ça, par contre, je ne l'ai pas déclaré. Mais pour nous, c'est une problématique parce que forcément, ça va impacter aussi l'acquéreur qui achète derrière et ça peut remettre des fois des choses en considération. Donc, Comble. Ils sont devenus 3 chambres. on a déjà eu des clients qui nous ont demandé de bien marquer que c'était des combles aménageables et non pas aménagés. Mais bon, c'est vrai que si on s'y penche un petit peu plus, ils ont déjà été aménagés. Donc en tout cas, on ne vous incite pas à frauder là-dessus. On sait que c'est compliqué d'avoir des... C'est jamais agréable d'avoir une augmentation des impôts. Mais en tout cas, bien évidemment, il ne faut pas mentir là-dessus. Soyez responsables. J'ai lu un article là-dessus, c'est un économiste qui proposait, alors je sais, j'ai pas mon idée là-dessus, mais que le foncier, ça soit sur la valeur du terrain, ou suivant l'emplacement, hein, évidemment, la commune par exemple Belfort sera peut-être pas la même valeur qu'Audincourt, l'emplacement du terrain géographique, la surface du terrain, et ensuite peu importe ce qu'il y ait dessus. Okay. Que la maison ait 100 ans, une maison des années 20-30, ou que la maison ait bien d'être rénovée, mais que ça soit un impôt qui soit calculé sur la valeur foncière du terrain, sans aller prendre toutes les démarches de il y a 2 WC, 2 mètres carrés. D'autant plus, alors ça je suis plutôt d'accord avec toi, mais moi surtout quelque chose qui me choque souvent, parce qu'on parle souvent de base locative, c'est une des 2 données qui permet d'établir la valeur de la taxe foncière, mais c'est que des fois quand on creuse un petit peu, il y a certains paradoxes qu'on peut constater. Je prends un exemple tout bête, on va pas se mentir, les résidences à Belfort, c'est pas un des secteurs les plus cotés, les plus appréciés de la part des acquéreurs, et si on creuse, c'est souvent des taxes foncières qui sont relativement élevées par rapport à d'autres secteurs, parce que quand les résidences ont été bâties dans les années 60-70, c'était un quartier qui avait vocation à accueillir des gens exactement avec toutes les commodités, etc. Bon, malheureusement, c'est un secteur qui s'est dégradé et maintenant les gens n'ont pas forcément envie d'y aller. On a toujours des taxes foncières qui sont élevées et il va y avoir d'autres secteurs à Belfort qui, eux, là, sont prisés. Et par contre, il n'y a pas cette même cohérence. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a un petit flou qui s'articule et on trouve ça un petit peu paradoxal. Il y a des incohérences qui se créent. C'est vrai que c'est particulier quand même. Et pour le coup, là, le secteur des résidences, c'est un secteur où de fait, les revenus vont être un peu moins élevés au niveau des propriétaires et ils ont des fois sont dans des copropriétés où il y a des charges qui sont déjà très excessives. Des impayés. Ouais, et puis il y a des charges à 400, 500 euros par mois. Chauffage collectif, bien souvent, sur ces types de copropriétés. Parce que c'était plus une foncière qui est élevée. Donc ça fait des montants. Il y a des problématiques pour tout le monde, clairement. Il n'y a pas d'équité. Les spécialistes aussi ils disent qu'on devrait plutôt avoir un calcul simple avec une équité entre les grandes villes et les petites villes. Ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, un peu c'est le même système, mais plutôt dans l'optique, puis l'analyse qui a été faite, l'observation qui a été faite par Stéphane, c'est ce principe d'équité. Mais malheureusement, en fait, ce principe d'équité est fait dans beaucoup de pays européens et même hors européens. Parce que des fois, quand je pose des questions, je leur demande comment ça... voilà, ils partent sur des calculs très simples et très basiques. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que la France a inventé la TVA, donc on invente aussi d'autres choses. On est précurseur dans l'imposition. Voilà, en tout cas, c'est un beau parallèle qui est fait avec nos voisins. Écoutez, là, l'émission approche de son terme. Je vous remercie déjà tous d'être venus aujourd'hui, d'avoir pu partager. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Un grand plaisir. Donc, ça a été un vrai plaisir. J'espère que vous, au travers de cette émission, on a pu répondre à diverses questions, diverses interrogations que vous vous posiez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous dire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde au travers des prochaines émissions. Voilà, c'est vraiment quelque chose de participatif. Ne pas hésiter à nous donner des conseils également. On est au début, c'est la 2e édition. Il y a des choses qui sont encore perfectibles, donc n'hésitez pas à nous le signaler. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. J'espère que ce plaisir est partagé. En tout cas, on va arriver à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne fête à tous. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Bonne fête.